Isabelle, c'est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette présentation et aux organisateurs pour leur invitation, et merci à vous de votre présence. Alors je vais faire écho sans doute à un certain nombre de thèmes abordés précédemment, dans l'intervention précédente, mais aussi au cours de ces 2 journées, de ces 3 journées. Mon propos va être plutôt centré sur les questions politiques et stratégiques, sur lesquelles finalement on discutait tout à l'heure, la question étant de savoir si l'actualité de Marx est une actualité du côté de la description des crises, mais aussi éventuellement de la capacité à sortir du capitalisme et à penser les choses sous l'angle stratégique, disons. Donc mon propos est très simple. Je voudrais ici, en partant de la question de la crise du capitalisme et de l'analyse qu'on propose Marx, aborder la question de l'actualité de cette analyse, donc sur le plan politique, puisqu'il est fréquent aujourd'hui de reconnaître à Marx une capacité à décrire la crise, tout en ajoutant que la pensée politique de Marx serait soit inexistante, soit néfaste. Donc j'ai choisi, moi, de m'arrêter sur quelques analyses, quelques textes que je vous soumettrai, que je vais présenter surtout pour eux-mêmes, en logique qui est celle de Marx lui-même, et en esquissant au passage seulement quelques actualisations possibles. Et je dois préciser, même si ce n'est pas essentiel à mon propos, que je parle ici depuis la France, nécessairement, et au moment où le 200e anniversaire de Marx, la naissance de Marx, coïncide avec le 50e anniversaire de mai 68, on assiste en France, comme vous le savez, à une forte mobilisation sociale, un fort mouvement social contre les réformes néolibérales en cours, et qui sont d'une grande violence imposée par le gouvernement Macron. Et je crois que cela n'est absolument pas anecdotique, dans la mesure où parler de Marx, penser avec Marx, tenter de le faire en tout cas, ne peut se faire que dans des conjonctures précises, qui sont toujours porteuses d'enjeux politiques eux-mêmes bien déterminés. Alors pour commencer mon approche, on peut dire, je crois sans trop de risque d'être contredit, qu'à l'heure de ce 200e anniversaire, affirmer que la crise aggravée du capitalisme dans sa phase néolibérale est bien une réalité, ce constat s'ajoute à un autre constat qui est celui de la crise des alternatives. Du côté du capitalisme, donc, nous vivons tous les jours des contre-réformes violentes qui détricotent à vive allure ce que des décennies de lutte sociale avaient conquis. S'y ajoute, il en a été question, la crise climatique qui est aussi une crise sociale, la multiplication des conflits armés de par le monde, la montée de toutes les formes de répression et de régression, cela sur fond d'inégalité, d'explosion des inégalités à l'échelle de la planète tout entière, comme un rapport Piketty le montre bien. Donc les perspectives qui se dessinent de ce côté-là sont proprement effarantes. Du côté des alternatives, la crise est également profonde et elle est indissociable de toute l'histoire du mouvement ouvrier et du marxisme, au-delà de Marx. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un double échec tient les alternatives actuellement entre les mâchoires d'une même tenaille. D'un côté, démission ou effondrement parfois de la social-démocratie, rallye au néolibéralisme, quelques exceptions près, notables bien sûr, et de l'autre, échec du socialisme dit réel, disparu en même temps que l'Union soviétique et que le mur de Berlin. Pourtant, donc, les luttes sociales n'ont pas disparu, la solidarité avec les réfugiés se manifeste, les coopératives, les grèves, les occupations continuent d'exister. De leur côté, Sanders et Corbyn tentent de redonner vie à l'idée socialiste. Et on doit aussi constater un certain, relatif, mais réel, regain d'intérêt pour Marx, notamment du côté des jeunes générations, même s'il n'est pas massif. Alors, il n'en demeure pas moins qu'au total, la contestation montante ne fait pas le poids et manque de perspectives collectives. Dans ces conditions, nous sommes face à une alternative en miettes qui semble d'autant plus inaccessible qu'il nous manque à la fois, je crois, un projet d'ensemble mobilisateur, mais aussi, et c'est cette question qui m'intéresse, mais aussi des forces politiques et sociales puissantes en mesure de combattre les reculs en cours. Ce tableau est connu, la question est plutôt de savoir en quoi Marx nous est nécessaire ou utile pour penser le désastre et surtout pour en sortir. Alors 2 raisons, à mon sens, rendent le recours à Marx plus précieux que jamais, sachant que recourir à Marx, je règle d'emblée cette question, c'est à mon sens, recourir à Marx ne veut surtout pas dire le répéter, et surtout pas y chercher des solutions toutes prêtes qui seraient directement applicables, mais y chercher des outils d'analyse, une démarche et des perspectives. Alors, 2 raisons donc rendent ce recours à Marx, à mon sens, nécessaire. La première raison
concerne le diagnostic lui-même, et je vais commencer par là. Le propre de Marx, ce n'est pas seulement de proposer une vision globale du capitalisme et d'un capitalisme lui-même global. Certains analystes libéraux reconnaissent donc la force de sa description aujourd'hui, en particulier depuis la crise de 2008 des subprimes. Mais Marx propose avant tout une analyse des contradictions économiques et sociales qui en permanence donc structurent et déstructurent ce mode de production capitaliste, qui le constitue, qui le met en crise et qui, inévitablement, même si ces crises ne conduiront pas d'elles-mêmes à sa disparition, accroissent ces contradictions. Je crois que l'originalité de son analyse se trouve là, et de ce point de vue, le capitalisme n'est absolument pas la fin de l'histoire. Alors de ce point de vue, on peut dire que son analyse, qui combine des dimensions économiques, sociales, politiques, reste sans équivalent, même s'il faut, encore une fois, la réajuster sans cesse aux conditions présentes, tant du point de vue de l'analyse elle-même que du point de vue du projet et de la stratégie. Alors il faut y insister, les crises contemporaines ne sont pas ce qui arrive au capitalisme et dont il pourrait sortir intact ou renforcé. Ces crises sont notre monde lui-même, travaillé par des possibles divers, déchiré par cette contradiction vive qui est déjà nommée socialisme ou barbarie par Rosa Luxembourg. Et le propre de cette crise globale, c'est que, loin de rendre plus visibles ou plus crédibles les alternatives, elle les brouille tout en accroissant l'urgence à un point, je crois, sans précédent. Deuxième point, c'est là la seconde raison de relire Marx, qui se rattache directement à la première, c'est qu'il s'agit donc de reconstruire une alternative au capitalisme qui soit crédible et mobilisatrice, qui soit populaire, unitaire, progressive et radicale à la fois. Et cela implique de reconstruire largement aujourd'hui, dans l'état de la gauche, plan mondial et en France, ce qui implique de reconstruire les moyens pour y parvenir, de réexplorer la question très oubliée des médiations et des transitions, des intermédiaires et des médiations. Cette question est aussi dialectique que la précédente, pour dire le mot. Autrement dit, elle inclut les moyens dont le but est réciproquement, et Marx va nommer pour sa part communisme cette perspective, sans jamais prétendre la décrire par avance, car il ne s'agit pas de penser pour lui des étapes successives dans un scénario d'émancipation qui serait préécrit, mais de réfléchir à la façon dont on peut s'enclencher concrètement un tel processus sur le terrain même des mobilisations sociales et politiques telles qu'elles existent à un moment donné. Et pour lui, donc, une transformation sociale radicale a pour particularité de s'élaborer à mesure que son projet et ses propres conditions se développent. Alors, je voudrais reprendre dans un premier temps, il y aura d'autres temps dans mon exposé, la question de l'analyse des crises, puis passer à la question des alternatives en essayant d'articuler ces deux dimensions. Premier aspect, revenir donc sur cette question des crises. Alors, bien entendu, on peut commencer par dire cela, bien entendu, Marx n'est pas le seul penseur de son époque à aborder la question des crises. À la différence néanmoins des théorisations classiques en économie, et puis par la suite néoclassiques, Marx va placer la crise et les contradictions essentielles qu'elle révèle au cœur de sa propre définition du capitalisme, et cela alors qu'il assiste aux premières secousses, aux premières grandes crises de l'ère industrielle. Et on peut considérer, il considère du moins que ces contradictions se condensent, il en a été question tout à l'heure, au sein même de la forme marchandise, de la marchandise capitaliste, et pas de la marchandise en général, au sein même de la forme marchandise, en tant qu'elle est, dit-il dans le Capital, la forme cellulaire du mode de production capitaliste. Ce que cette forme cellulaire exprime et réfracte, c'est donc le capital tout entier, mais le capital en tant qu'il est un rapport social, pas en tant que chose, pas en tant qu'il est simplement quantité de richesse, mais en tant qu'il est un rapport social. Et il s'agit donc bien de la marchandise capitaliste spécifiquement. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut affirmer que l'originalité de Marx, c'est de placer les luttes de classe au cœur même de son analyse du mode de production. Non à côté, non après coup, mais au cœur même de ce mode de production, sans qu'on puisse donc séparer l'analyse économique et une approche qui, chez lui, est révolutionnaire. Donc, par suite, l'actualité d'une telle analyse n'est pas simplement celle d'une description historique qui, dans ses détails concrets, ou certains de ces détails concrets, resteraient valables ou le redeviendraient. Elle concerne la dynamique essentielle d'un mode de production et aussi en même temps la dynamique de sa critique théorique, critique pratique, critique réelle aussi bien. Autrement dit, il s'agit d'identifier les contradictions qui sont économiques, sociales, politiques, qui sont l'essence même du capitalisme, et cette essence est par définition historique.
Donc si le capitalisme de 2018 n'est assurément pas plus celui de 1880, si la machinerie s'est considérablement compliquée, notamment sur le versant de son architecture financière, sa logique de base, néanmoins, demeure. Alors cette logique fondamentale, elle réside pour Marx dans l'exploitation de la force de travail en vue du maintien ou de l'accroissement du taux de profit. Et on l'a dit précédemment, dans la situation actuelle, le capitalisme en panne, d'une certaine façon, peine à maintenir ce taux de profit et ne vise par ailleurs que ce seul objectif, quel qu'en soit le prix social et humain, environnemental à payer. On peut ajouter que faute de gains de productivité dans la période récente, les investissements productifs ne sont plus suffisamment rentables et que les capitaux vont chercher du côté des marchés financiers une rentabilité supérieure en alimentant donc des phénomènes spéculatifs et en fragilisant toute la structure de l'économie mondialisée. Alors, si Marx ne produit évidemment pas une description immédiatement transposable de la financiarisation de l'économie contemporaine, voilà par exemple un lieu d'analyse où certains de ces outils théoriques élaborés par lui se révèlent précieux. C'est le cas par exemple de la notion de capital fictif qu'on trouve dans son œuvre économique et qui désigne les titres émis à partir de prêts. Alors ces prêts ne sont pas du capital productif de valeur, ils sont pourtant bien un capital pour leurs détenteurs qui en attendent un rendement, celui-ci étant toujours la plus-value, étant toujours au bout du compte la plus-value extorquée aux salariés, mais une plus-value cette fois qui est encore à venir, d'où la caractéristique, l'adjectif de fictif. Alors ce décalage dans le temps est gros bien sûr des crises capitalistes contemporaines, et c'est pourquoi les effets du capital fictif ne sont absolument pas fictifs, mais bien réels. C'est ce que dit par exemple un économiste marxiste d'aujourd'hui, François Chenet, qui dit « La finance doit sa force économique et son pouvoir social aux moyens qui ont permis aux investisseurs de s'intégrer dans la gestion des entreprises et de peser sur les États. » Donc c'est ici que la crise prend sa dimension sociale, sa dimension aussi de lutte de classe, de guerre de classe, comme le dit Warren Buffett. Les exigences exorbitantes de ce que Marx appelle le capital porteur d'intérêt sont celles des classes sociales dominantes, de la bourgeoisie, aux prises avec la crise profonde que nous vivons. Et cette crise est donc, encore une fois, à la fois économique, sociale, politique, environnementale, culturelle. Là, on est vraiment dans une crise où toutes les dimensions sont articulées les unes aux autres. Donc pour cette raison, certaines analyses de Marx présentent une actualité, je crois, surprenante, en parvenant à combiner des mécanismes économiques et la dimension du choix politique. Et c'est le cas concernant cette question des dettes publiques. On lit par exemple, Marx est l'un des premiers analystes de cette logique de formation des dettes publiques. On lit par exemple dans le texte qu'il consacre à la situation française en 1948, les luttes de classe en France, cette description de la crise financière sous la monarchie de Juillet. Donc c'est pas aujourd'hui, mais le texte est néanmoins d'une certaine actualité, et je vous en laisse juge. Voilà l'extrait. L'endettement était d'un intérêt direct pour la fraction de la bourgeoisie qui gouvernait et légiférait au moyen des chambres. C'était précisément le déficit de l'État qui était l'objet même de ces spéculations et la source principale de son enrichissement. À la fin de chaque année, nouveau déficit. Au bout de 4 ou 5 ans, nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait à l'aristocratie une nouvelle façon de rançonner l'État, qui, maintenu artificiellement au bord de la banqueroute, était obligé de traiter avec les banquiers dans les conditions les plus défavorables. Cette logique même, aujourd'hui, alimente la suppression des services publics et sert aussi d'argumentation pour justifier cette suppression. Alors Marx ne savait rien, encore une fois, des instances financières internationales qui, au-delà des instances étatiques, organisent aujourd'hui ces politiques de la dette à l'échelle de la planète. Mais il n'en demeure pas moins, je crois, qu'un tel texte enseigne deux choses pour aujourd'hui. D'abord, le fait qu'une analyse globale du capitalisme et de ses contradictions économiques, sociales, politiques est plus que jamais indispensable. Ensuite, qu'être marxiste, et en Suisse aussi, qu'être marxiste ne signifie pas plaquer des citations sur la réalité présente, mais réélaborer des outils d'analyse, comme Marx lui-même d'ailleurs n'a cessé de le faire. De ce point de vue, un certain marxisme doctrinaire est mort, ou presque, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il reste néanmoins à développer des analyses qui ne sont pas des descriptions, mais qui sont aussi des formes, des moyens d'intervention critique et politique dans la réalité présente, accompagnant les mobilisations collectives et se nourrissant d'elles en retour. Un risque d'un marxisme pédagogique, de marxisme de la chair, comme on l'a dit à une certaine époque, qui enseigne aux autres que faire et comment faire,
Et ça n'était pas l'idée de Marx qui tire des mobilisations sociales aussi, pour sa part, beaucoup d'enseignements et d'éléments de réflexion. Alors, je parlais à l'instant du décès du marxisme dogmatique, mais ce n'est pas le seul mort de la période, car il faut faire son deuil aussi de l'espoir d'un capitalisme régulé, d'un capitalisme stabilisé, et les élites, entre guillemets, d'aujourd'hui ne promettent d'ailleurs plus d'amélioration, mais brandissent maintenant la menace qui est la suivante: si les réformes nécessaires, disent-ils, ne sont pas faites, nous courons à une catastrophe pire encore. Donc c'est bien la parenthèse fordiste, ce qu'on a appelé la parenthèse fordiste, qui se referme définitivement sous nos yeux, et les acquis sociaux des 40, voire 70, voire 100 peut-être dernières années se trouvent aujourd'hui remis en cause. C'est un capitalisme dérégulé qui réapparaît, dont les caractéristiques sont nouvelles, certes, mais qui retrouve du coup certains des traits caractéristiques du capitalisme de l'époque de Marx. Et de ce point de vue, affirmer l'actualité de Marx n'est pas une bonne nouvelle, on peut le dire ainsi. La remontée du taux de profit est la seule obsession de ce capitalisme, son moyen aussi en temps de crise, et notamment la pression sur les salaires, l'extorsion accrue de ce que Marx appelait la plus-value absolue, c'est-à-dire qui joue sur la durée et l'intensité de la journée de travail, ainsi que la remarchandisation capitaliste de tout ce qui lui avait été arraché de haute lutte du côté des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie, des retraites, etc. Alors pour Marx, une crise n'est pas en elle-même la garante d'une contestation sociale accrue. Et à l'inverse, elle peut être l'occasion, et là aussi c'est un élément de son analyse malheureusement pertinent, l'occasion d'une mise en concurrence accrue des travailleurs. Voilà un extrait du Capital. Plus le prix du travail est bas, plus la quantité de travail doit être grande, plus la journée de travail être longue pour assurer aux travailleurs ne serait-ce qu'un salaire moyen misérable. Si un homme exécute la tâche d'un homme et demi ou de 2 hommes, l'offre de travail s'accroît, même si l'offre de travail en force de travail disponible sur le marché reste constante. La concurrence ainsi engendrée parmi les travailleurs permet aux capitalistes d'abaisser le prix du travail, tandis qu'inversement, la chute du prix du travail permet de tirer davantage encore le temps de travail vers le haut. Bientôt toutefois, ajoute-t-il, le fait de disposer ainsi de quantité anormale de travail non payé devient un moyen de concurrence entre les capitalistes eux-mêmes. Donc là encore, les effets de cette concurrence, pour s'en tenir à la concurrence entre travailleurs, ces effets sont non seulement économiques mais politiques, on le sait bien, et cette thèse-là contrebalance l'affirmation d'une révolution inéluctable, affirmation qu'on rencontre, il est vrai, parfois dans l'œuvre de Marx, et tout particulièrement avant 1848. Donc l'ex du Capital corrige cette vision optimiste qu'il a eue à ce moment-là. Je crois que cette analyse, elle éclaire aussi aujourd'hui, alors changeons ce qu'il faut changer, les techniques du management néolibéral, très attentives à détruire toutes les solidarités, tous les collectifs de travail. Et Marx a présente cette actualité dans son analyse parce que je crois qu'il pousse aux limites des logiques qui ne font que s'esquisser en son temps et dont il analyse à un moment donné la possibilité qu'elles deviennent dominantes pour éventuellement des temps futurs, et nous y sommes. Alors, deuxième point, quelle alternative? Dans ces conditions, comment connecter cette analyse des contradictions du capitalisme avec la possibilité d'une transformation et d'une instauration d'un monde non capitaliste, post-capitaliste? Peut-être première remarque, c'est que s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'espace d'intervention politique possible. Donc là, on a aussi chez Marx l'idée que c'est au niveau même de ces contradictions que se joue la possibilité de construire d'autres possibles, d'autres trajectoires possibles. Et c'est sur ce terrain-là qu'il s'agit de construire des mobilisations. Cette question des alternatives, je crois qu'il faut insister, en tout cas c'est là-dessus que je voudrais insister, sur leur dimension politique et stratégique. Beaucoup oublié aujourd'hui. On assiste à une floraison extrêmement intéressante de propositions diverses, mais peu de réflexion sur ce terrain stratégique. Il y a une triple tendance, pour schématiser à l'extrême. Je dirais qu'il y a une triple tendance qui conduit à ce contournement de la question stratégique. La première, elle consiste depuis longtemps, à diaboliser le communisme en l'assimilant au stalinisme. Peut-être que cette première option est en train de régresser quelque peu. La seconde, qui est plus intéressante et plus présente aussi aujourd'hui, consiste à renvoyer le communisme du côté des fins ultimes. Alors on trouve cela du côté d'une certaine approche philosophique, notamment en France, avec des auteurs dont l'approche est extrêmement riche. Je pense à Alain Badiou, je pense à Jean-Luc Nancy, qui théorise le communisme
plutôt sur le terrain philosophique en insistant sur les fins, sur les finalités, et en se désintéressant largement de ces dimensions stratégiques. Et la troisième option consiste à affirmer que le communisme est déjà là, qu'il est déjà réalisé, ou presque, que les choses sont en train de s'esquisser et de se concrétiser sous nos yeux. Alors c'est le cas de différentes tendances, on peut penser à Tony Negri, on peut penser aussi à certains égards aux analyses de Bernard Friot qui intervenait ici même. Alors je crois d'abord qu'il faut peut-être y insister, le mot de communisme qu'emploie Marx est sorti exsangue et discrédité du XXe siècle. Plus encore que le terme de socialisme, qui est en mauvais état aussi aujourd'hui. De ce fait, une chose au moins est claire, je crois qu'il faut, si l'on tente de repenser les alternatives, s'affronter à la totalité des usages du mot. Et la totalité de ces usages fait désormais irréversiblement partie de son sens. Et il en résulte que, par-delà le recours à Marx, l'examen critique de cette histoire, en y incluant l'histoire du mouvement ouvrier tout entière, l'ensemble des expériences sociales à travers le monde, est inséparable de l'élaboration d'un projet politique transformateur au XXIe siècle. Ce qui est une bonne nouvelle, mais aussi évidemment une tâche absolument immense. Qu'en est-il chez Marx lui-même pour limiter ici mon propos? Et ces réflexions, les réflexions de Marx, gagnent-elles à être revisitées par-delà toutes les idées reçues et tous les échecs aussi? Alors on le sait, lui se refusait à faire bouillir les marmites de l'avenir, disait-il, et le communisme sous sa plume n'est ni un projet alternatif par avance descriptif, ni un rêve creux, et il désigne avant tout le mouvement théorique et pratique par lequel une réalité se critique elle-même. Une réalité sociale et historique se critique elle-même et rend possible, nécessaire éventuellement, son propre dépassement en inventant à mesure ses propres conditions de possibilité, en s'ajustant et en se corrigeant sans cesse. Ce qui fait que cette dimension dialectique des contradictions qu'on trouve dans l'analyse du capitalisme, on la retrouve aussi du côté des alternatives. On a la même approche de type dialectique où l'idée de Marx n'est pas de proposer un projet clé en main, mais de penser la manière dont un processus historique ne cesse de réélaborer ses propres présuppositions à mesure qu'il avance. Donc là, cela relativise évidemment fondamentalement la place des penseurs dans cette affaire. Pour Marx, la théorisation accompagne aussi la pratique politique, et les deux vont de pair. Alors, c'est ainsi, je crois, qu'on peut entendre cette formule célèbre de l'idéologie allemande, qu'on cite très souvent, mais qu'on ne commente pas toujours. Le communisme, dit Marx, ou plutôt disait Marx et Engels dans ce texte rédigé à deux, le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme un mouvement réel qui abolit l'État actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des conditions actuellement existantes. Cette dernière formule est importante. Les conditions de ce mouvement résultent des conditions actuellement existantes et de cette façon, dans ces conditions, ouvrent ou non des possibilités de leur propre réélaboration. Alors Marx, un petit peu plus tard, qui ne lâche jamais ce fil d'analyse, insistera dans le texte qu'il écrit en 1851, 18 Brumaire de Louis Bonaparte, insistera sur le fait qu'une révolution donc, modifie en permanence ses propres conditions concrètes et s'autocritique, sans suivre aucun modèle préétabli. Vous connaissez aussi peut-être cette formulation célèbre. Les révolutions prolétariennes, comme celle du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble être déjà accompli pour le recommencer à nouveau. Alors c'est là que naît cette question qu'on peut qualifier de stratégique. C'est pas la dimension de Marx la plus revisitée aujourd'hui, et le philosophe français Daniel Ben Saïd parlait, lui, de panne de la pensée stratégique, à juste titre. Pourtant, cette réflexion stratégique, elle est bien présente dans la réflexion de Marx, et j'entends par stratégie le mot au sens politique plein, c'est-à-dire aux antipodes de la cuisine électorale et des calculs cyniques. La question stratégique, elle porte sur la capacité à faire du changement radical de société une revendication mobilisatrice et populaire. Donc une revendication unitaire qui soit à la fois une visée, forcément, mais aussi le moyen d'une contre-hégémonie à construire. Alors, au-delà des perspectives de conquête électorale dans lesquelles s'enferme une partie de la gauche aujourd'hui, conquête électorale du pouvoir, il y a urgence à reconstruire, je crois, des forces politiques rénovées, des organisations profondément démocratisées, mais aussi des dynamiques sociales, des puissances imaginaires, des initiatives théoriques associées aussi, qui soient capables de monter à l'assaut d'un mode de production qui ne disparaîtra pas lui-même, quelle que soit la profondeur de la crise qu'il affronte. L'urgence première, donc là, c'est la construction d'une base sociale, d'une hégémonie, pour parler comme Gramsci, ou lui comme Lénine d'ailleurs, plutôt que comme Marx,
Et pour sa part, Marx pensait déjà la politique en termes d'alliance de classe, par exemple, et pas en termes d'alliance d'organisation, en termes d'alliance notamment entre classe ouvrière et paysannerie, qui est une des questions cruciales de son temps et qui restera une question cruciale au cours du XXe siècle. Et je crois de ce point de vue que la question communiste contemporaine se loge surtout sur ce plan stratégique, ni dans le déjà là, ni dans des perspectives ultimes et grandioses qui sont complètement déconnectées de notre présent et tout autant de notre passé. Alors cette transformation radicale et progressive, elle exige, je crois, et là aussi c'est un point de discussion et de débat sans doute vif entre nous, elle exige de conquérir le pouvoir, de conquérir l'appareil d'État, non pas pour l'utiliser, mais pour le défaire. Le thème du bris de l'État, l'anti-étatisme de Marx, c'est aussi une chose qu'on oublie très souvent. Et il s'agit là ni de contourner cette question de l'État, ni d'en faire un préalable. Donc d'échapper aussi à ces deux critiques souvent très schématiques qu'on adresse en considérant que se focaliser sur l'État, c'est oublier le reste. Et du coup, oublier que cette question est une question centrale. De ce point de vue, la conquête du pouvoir politique, par les urnes ou par les armes, dans la pensée de Marx, n'est absolument pas une fin en soi, ni un préalable, donc encore une fois, mais une question cruciale, et qui reste à repenser aujourd'hui à l'heure des mutations autoritaires de l'État néolibéral, d'une transformation de ses fonctions qu'il s'agit d'appréhender et contre lesquelles il s'agit aussi de lutter. De façon prémonitoire, on peut juger ça. Marx écrivait au sujet de la façon dont les processus révolutionnaires se sont affrontés à l'État. Il écrivait cela dans 18 Brumaire. Toutes les révolutions ont perfectionné cette machine étatique au lieu de la briser. Une question dont nous héritons et qui a traversé évidemment tout le XXe siècle, dont nous héritons des échecs et des apories. Alors, en quoi consiste cette machine étatique? Je crois que c'est un des éléments dans une réflexion stratégique clé. Si on s'arrête sur la pensée de Marx, dès ses jeunes années, Marx pensait l'État comme le résultat d'une scission, comme le résultat d'une séparation qui détache à un moment donné une structure politique spécialisée, qui la sépare de la réalité sociale jusqu'à un certain point, pas au-delà, une autonomie relative, disons, puisqu'il s'agit pour cet État de mieux gérer en retour cette réalité sociale et d'organiser sa domination de classe, donc par la bourgeoisie. Cette scission, telle que Marx la pensait, n'est absolument pas une fatalité, c'est bien une logique de classe, au sens où elle va permettre de réserver l'exercice du pouvoir politique à la classe dominante et à sa fraction dirigeante. Et cet État, cette structuration politique vise la reproduction des rapports sociaux capitalistes, tout en gagnant une certaine autonomie, une certaine souplesse qui rend cet État efficace dans ses missions, éventuellement contre les excès, disons, de la classe capitaliste elle-même à certains moments. Le problème, c'est que cette logique politique de scission et profondément de délégation va imprégner toutes les institutions, toutes les structures, même non étatiques, même les organisations révolutionnaires, même la tradition du mouvement ouvrier, qui naissent dans ce cadre et qui naissent, si je puis dire, difformes, c'est-à-dire bureaucratiques et hiérarchisées, à l'image des rapports sociaux dominants, nécessairement. Tous les rapports de domination, rapports de classe, de genre, de race, s'y combinent et s'y déploient. Et sur ce plan, une catégorie que Marx élabore, qui ne prend pas en compte toutes ces dimensions que je viens de citer, qui restent évidemment à penser pour notre temps, mais une catégorie qui garde une pertinence, là aussi, qui me semble féconde, c'est la catégorie bonapartisme. Aujourd'hui en France, c'est une catégorie qu'on peut juger redevenue extrêmement moderne. C'est une spécialité française, le bonapartisme, pas seulement, malheureusement. Et Marx va théoriser, à l'occasion du coup d'État de Napoléon III en 1851, ce qui est la suppression de la démocratie représentative par ses promoteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, on assiste aussi à une réforme des institutions démocratiques qui consiste à vider ces institutions de leur dimension démocratique, d'en faire une coquille creuse, et cela n'est évidemment pas nouveau. Dans certaines situations de difficultés et de crise d'hégémonie, les classes dirigeantes ont comme possibilité et comme solution de cette crise d'hégémonie de mettre à mal ce fonctionnement démocratique. Encore une fois, il ne s'agit pas de transposer cette analyse telle qu'elle, mais de mesurer sa pertinence à l'heure de ce que Wendy Brown, cette intellectuelle américaine, appelle la dédémocratisation du monde capitaliste. Donc cette question est aussi une grande actualité à l'heure où les peuples européens, pour ne parler que de l'Europe, ou disons plus exactement les classes populaires européennes, se sentent dépossédées d'une souveraineté qui est inscrite dans les principes mêmes de la démocratie représentative et qui cache aujourd'hui en réalité son contraire, donc un autoritarisme néolibéral croissant,
une soumission de force aux politiques décidées dans des instances mondiales et européennes, dans ces organismes financiers, ces institutions gestionnaires, au pouvoir exorbitant et non élu. Et une telle situation, évidemment, fait le lit des nationalismes et des fascismes montant en Europe et dans le reste du monde. À l'opposé, Marx nommait, lui, vraie démocratie, là aussi dans des textes de jeunesse, la réappropriation de cette politique séparée. Voilà des enjeux stratégiques, je crois, d'aujourd'hui. C'est comment faire pour se réapproprier cette politique, non pas la contourner, non pas délaisser cette question, mais se réapproprier cette politique séparée, réappropriation par les classes dominées elles-mêmes. Cette réappropriation, elle va nécessairement au-delà des formes parlementaires, au-delà de la démocratie parlementaire, même si pour Marx, il faut employer ces moyens parlementaires sans les fétichiser. Et la démocratie directe, pour lui, ne suffit absolument pas à résoudre ce problème, ça peut être aussi une voie d'évitement, finalement, de la question. Il faut le souligner, si sous la domination bourgeoise, la démocratie se vide de son sens, ce n'est pas en raison de la seule nature représentative des institutions, c'est plutôt en raison de ce qu'on pourrait appeler la captation du lien représentatif vivant, du détournement du lien représentatif vivant, un peu comme l'emprise du travail mort sur le travail vivant peut effectuer un tel détournement dans son ordre propre. Détournement de sa fonction médiatrice en moyen de domination. Et cette question des formes de la démocratie est éminemment actuelle à l'heure où, d'un côté, cette démocratie donc, se vide de son sens, tandis que de l'autre côté se répand l'idée qu'il suffirait finalement d'abolir les intermédiaires. Je crois que cette idée est très montante aujourd'hui dans la réflexion politique, dans certains types de théories politiques, l'idée qu'il suffirait d'abolir les intermédiaires, d'abolir les médiations, d'abandonner la question de l'État, mais de déserter aussi les formes d'organisation politique, syndicale. Et on trouve là, de ce côté-là, des tendances qui sont finalement très opposées. D'un côté, une tradition anarchiste et autonome, qui mise sur une insurrection, sur l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre qui permettrait de contourner les formes politiques. Et puis, de l'autre côté, du côté du renouveau du populisme, avec là la thèse d'un leader qui n'est plus un représentant, mais qui est l'émanation du peuple, qui est l'incarnation du peuple, et qui abolit là aussi la dimension médiatrice. Alors, dans ces deux cas, on a une politique non représentative qui s'esquisse, très séduisante, qui revient à des réflexions finalement assez anciennes, qui contourne toutes les difficultés aussi, à mon sens. Toutes les difficultés de ce qu'est la construction véritable, la construction politique d'une alternative, qui passe nécessairement par la construction de médiation et d'intermédiaires. Je crois que politiquement, ces options-là ne mènent, pour le dire brutalement, strictement à rien. La grande expérience que Marx va faire, lui, sur ce terrain-là, c'est l'expérience de la Commune de Paris. Alors, la Commune de Paris, dit-il, ce fut l'antithèse directe de l'Empire. Et Marx tente de concevoir, donc, contre l'abstraction étatique, non pas l'abolition des médiations politiques, mais la formation d'une représentation vivante, dont la Commune de Paris lui donne l'exemple, et du coup, son analyse est intéressante pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation vivante? Donc là, c'est une représentation qui va être effectivement médiatrice, qui va correspondre à une démocratie poussée à son terme, et toujours poussée au-delà de ce terme, avec des formes de représentation innovantes inventées par les communards, qui vont par exemple subordonner les institutions, les mandats, les formes de délégation, à des perspectives d'émancipation radicale. Les communards tâtonnent dans ce domaine, et par exemple ils reprennent la formule très, très problématique du mandat impératif, ayant l'idée que cette forme au niveau national pourrait permettre d'éviter justement un détachement, une émancipation au mauvais sens du terme, une scission entre les représentants et les représentés. Ils instaurent aussi la révocabilité permanente des élus. Ce sont des formes anciennes, mais qui sont d'un grand intérêt. Révocabilité permanente des élus, élection au suffrage universel par ailleurs, et Marx n'envisage pas pour sa part la suppression de telles procédures. Au contraire, il va saluer leur extension communarde à l'ensemble de la vie sociale, et par exemple leur extension au monde des fonctionnaires et des magistrats. Les communards pensent à des formes d'élection concernant ces catégories sociales. Donc on a ici une réflexion sur l'enracinement social et politique, qui n'est absolument pas une fusion, qui n'est absolument pas une résorption du social, du politique dans le social, avec l'idée que la représentation est là pour maintenir une différence constitutive, mais il s'agit bien de réaccorder à un moment donné ces deux dimensions.
Et telle qu'elle est conçue par les communards, la délégation, une forme de délégation contrôlée, des représentants contrôlés dans leur action par ceux qui sont représentés, ne vise absolument pas à rigidifier les opérations démocratiques, et doit au contraire les vivifier et permettre d'éviter toute autonomisation mortifère, toute fixation institutionnelle qui menace d'en capturer la puissance vive. Cette histoire-là, c'est aussi l'histoire des longs échecs de la gauche à travers les siècles qui vont suivre, bien sûr, aussi bien des révolutions que des organisations politiques. Nous n'avons pas la solution, mais je crois qu'il faut absolument et de toute urgence remettre cette question d'organisation sur le tapis. Par exemple, traitant du rôle des fonctionnaires au sein de la commune, Marx insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de supprimer les tâches, par exemple, qui incombent à un gouvernement central, dit-il. C'est-à-dire qu'il envisage quelque chose comme une structure centrale qui aurait un rôle d'organisation et de gestion, mais de gestion démocratique, qui permettrait d'organiser, dit-il, ce qu'il appelle l'unité de la nation, par l'intermédiaire de ce qu'il appelle aussi la constitution communale. Donc une forme fédératrice, qu'il emprunte en fait aux Proudhoniens, en changeant d'avis là-dessus, puisque dans un premier temps, il est plutôt hostile à cette option, et la Commune de Paris, qui s'inspire plutôt des principes de Proudhon que ceux de Marx, va mettre en place ce système fédéral, et Marx va se ranger à cette idée que finalement, dans le fédéralisme, dans une certaine conception du fédéralisme, il y a une idée politique extrêmement féconde. D'une façon donc, qui reste innovante aujourd'hui, face aux questions qui se reposent dans le cadre de toute mobilisation sociale, ce sont bien finalement deux politiques de la représentation qui s'opposent et que vient cliver la révolution. Je cite Marx, là aussi un texte dont on peut juger l'actualité assez surprenante. Au lieu de décider une fois tous les 3 ou 6 ans quel membre de la classe dirigeante devait représenter et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en commune, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d'ouvrier, de contrôleur, de comptable pour son affaire. Il faut faire confiance à la capacité individuelle et collective de mettre chacun à sa place et de corriger les erreurs inévitables. Donc 2 formules ici qui s'opposent, mais qui n'abolissent pas ni les médiations ni les représentations. Alors l'enjeu de cette réflexion n'est pas seulement politique, ou plus exactement, elle déborde la notion de politique telle qu'on la conçoit aujourd'hui et permet peut-être d'en redéfinir les contours par-delà la séparation, les formes de sectorisation qui pèsent, qui grèvent cette idée que nous avons de la politique. Pour Marx, il s'agit ici, comme ailleurs, donc de surmonter aussi la division du travail, dont la séparation politique est finalement l'écho, reproduisant donc au niveau de la société tout entière la séparation entre les opérations de conception d'un côté et les tâches d'exécution de l'autre au niveau du travail productif. Donc il s'agit de construire dans tous les secteurs de la vie sociale et politique une compétence collective qui n'est jamais une science advenue, pas un savoir dont on disposerait à un moment donné, qui n'est jamais une simple gestion, sombrant à coup sûr dans la technocratie, mais une forme politique, apte à se critiquer, à se dépasser elle-même en permanence, c'est-à-dire radicalement démocratique ou vraiment démocratique. Cette idée démocratique-là, elle reste en grande partie à inventer et en tout cas à revivifier. Donc c'est bien l'originalité et la modernité indépassable de la commune que d'avoir inventé des procédures de participation démocratique qui, dans leur forme autant que dans leur contenu, visent l'émancipation concrète, progressive des producteurs associés. Et Marx y insiste, si la commune est la forme politique enfin trouvée, c'est en vertu de son contenu visé, qui est de réaliser l'émancipation économique du travail. Il le dit ainsi dans ce texte qui s'appelle la guerre civile en France. Alors, puisqu'il me reste 5 minutes, je vais passer très très vite à la conclusion de mon propos, en disant au passage simplement que cette réflexion de Marx me semble donc élargie à la question de la démocratie politique, aux questions de la transformation radicale et aux questions de l'anticapitalisme. Bon, je voulais parler de la forme coopérative aussi. Peut-être je vais faire ça plutôt que de passer à la conclusion. Excusez-moi, je suis en train d'hésiter un peu. Disons cela puisque les choses sont liées de manière intéressante. Cette transformation, cette redéfinition, disons, de la politique, la dimension politique de la vie sociale, va de pair avec évidemment une réappropriation de la vie sociale tout entière et une transformation des conditions même de la production et de l'organisation de la production. Et cela amène Marx sur un autre terrain qui reste encore le nôtre aujourd'hui, qui redevient aussi aujourd'hui le nôtre, c'est la question des formes coopératives par exemple, la question des communs. Et là aussi, je crois qu'il y a un débat à avoir sur soit le caractère autosuffisant de ces propositions,
soit la nécessaire politisation de ces propositions et en considérant qu'elles ne sont pas, elles ne peuvent pas être la panacée face à l'emprise actuelle du capitalisme. Alors, sur la question des coopératives, l'approche de Marx me semble aussi à certains égards très riche et très pertinente. Son idée étant complexe, c'est de dire que les coopératives sont à la fois quelque chose d'extrêmement fécond et positif et en même temps quelque chose d'insuffisant. Et je voudrais m'appuyer pour terminer sur le texte que vous connaissez peut-être, qui est le manifeste inaugural de l'AIT, la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864. Et dans ce texte, Marx revient sur la question des coopératives en disant ceci. Alors, premier point peut-être, si on distingue deux moments, il était réservé, écrit-il, à l'économie politique du travail de remporter un triomphe plus complet sur l'économie politique de la propriété. Nous voulons parler du mouvement coopératif et surtout des manufactures coopératives créées par l'initiative isolée de quelques bras entreprenants. La valeur de ces grandes expériences sociales ne saurait être surfaite, dit-il. Elles ont montré par des faits, et non par de simples arguments, que la production sur une grande échelle et au niveau des exigences de la science moderne pouvait se passer d'une classe de patrons employant une classe de salariés. Donc déjà, grande fonction pédagogique, on peut se passer des patrons, on n'en a pas besoin, ce qui est finalement déjà un acquis tout à fait considérable. En même temps, ajoute Marx, le deuxième aspect, l'expérience de cette période a prouvé jusqu'à l'évidence que si excellent qu'il fut en principe, si utile qu'il se montra dans l'application, le travail coopératif, limité étroitement aux efforts accidentels et particuliers des ouvriers, ne pourra jamais arrêter le développement en proportion géométrique du monopole, ni affranchir les masses, ni même alléger un tant soit peu le fardeau de leur misère. Pour affranchir les masses travailleuses, la coopération doit atteindre un développement national et par conséquent être soutenue et propagée par des moyens nationaux. Donc là aussi, une réflexion sur les limites de cette option coopérative, si elle reste simplement une solution qui est vouée à demeurer locale, et si elle ne porte pas avec elle aussi un projet d'alternative politique en tant que tel. Je crois que ces réflexions aujourd'hui sont au cœur aussi de nos propres recherches d'alternatives et de cette dimension stratégique à laquelle il faut redonner vie. Alors, pour conclure vraiment, je crois qu'on peut dire que la pensée de Marx aujourd'hui reste indispensable, pas suffisante, mais indispensable pour penser et repenser les liens entre exploitation et domination au pluriel. Et il s'agit aujourd'hui, un des grands défis, je crois, qui s'ajoute à tout ce que je viens de dire, c'est de politiser, de repolitiser la question de l'exploitation dans toutes ses dimensions, et en la reliant à toutes les formes de domination. Je voudrais conclure là-dessus, une forme de domination qui concerne le racisme et le sexisme. De penser leur croisement, de penser leur combinaison, les intersections pour y intervenir. Concernant donc ces différentes formes d'oppression, aux antipodes de l'idée que Marx aurait une vision linéaire, européocentrée, centrée sur la classe ouvrière blanche, masculine, il faut revenir sur certains textes qui sont là aussi d'une grande fécondité, je pense, et je terminerai là-dessus, un petit texte qui est l'adresse, qui date du même moment que le texte que je viens de lire, 1864, l'adresse que Marx envoie au président américain de l'époque, c'est différent de celui d'aujourd'hui, Abraham Lincoln. Et l'adresse est adressée au nom de l'international dont Marx est ici le représentant. Voilà ce que dit Marx. Ce texte sonne fort à nos oreilles. Tant que les travailleurs, le véritable pouvoir politique du Nord, permirent à l'esclavage de souiller leur propre république, tant que, face aux nègres, achetés et vendus contre son gré, il s'enorgueillissait du privilège majeur réservé aux travailleurs à la peau blanche, d'être libre de se vendre lui-même et de choisir son propre maître. Ils furent incapables d'œuvrer à l'authentique émancipation du travail et de soutenir leurs camarades européens dans leur lutte pour l'émancipation. Bon. Voilà un texte qui rompt avec un certain nombre d'idées reçues sur les conceptions de Marx et qui amène aussi à réfléchir sur cette combinaison des oppressions face à laquelle nous sommes plus que jamais aujourd'hui. Donc, dimension aussi internationaliste du combat pour l'émancipation, qu'il s'agit de revivifier, et toutes ces questions qui ressurgissent aujourd'hui avec une force très grande, exigent à la fois donc, une invention de notre part, des innovations, mais aussi la connaissance de l'histoire passée, la connaissance des pistes qui ont pu être ouvertes dans le passé. Et je crois que, encore une fois, le propre de Marx, c'est d'avoir cette saisie globale, cette saisie des contradictions, cette saisie des possibles qui s'esquissent dans ces contradictions, et de nous amener à réfléchir à nouveau à la possibilité que nous avons de parvenir aujourd'hui sous peine de mort, je dirais, à abolir, à dépasser, à abolir le capitalisme dans sa phase terminale, dans sa phase
de saccage absolu de l'humanité et de la Terre. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle Garot pour ce très beau tour réflexif sur la situation, les possibles qu'elle ouvre, les difficultés, les contradictions dans lesquelles elle nous met, et sur au fond les voies de leur politisation. Je retiens vraiment ce mot d'ordre comme au fond la ligne de force de la réflexion que vous nous avez présentée, politiser, comment construire une politisation de la situation présente. Voilà, alors je ne doute pas que cette présentation va susciter des réactions, des contestations, des oppositions farouches. Une première se fait signe au fond de la salle chez Jacques Nascoto, vers qui j'apporte le micro. Jacques, c'est à toi. Je vous remercie pour vos propos. Vous avez à plusieurs reprises, lorsque vous avez cité le 18 Brumaire, puis les guerres civiles, mis dans la bouche de Marx le mot peuple. Il est évident qu'il ne l'emploie pas au sens allemand de Volk. Il l'entend au sens la cause du peuple, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Et que ce peuple, il est la division d'avec les classes dominantes. Ce n'est pas un peuple ethnique. Il est l'ensemble d'opposition, lequel ensemble est lui-même composé d'un étagement d'autonomie, et qu'il est lui-même le lieu de l'alliance entre ces autonomies, c'est-à-dire l'alliance de classe. Et il est clair qu'aujourd'hui, il me semble que plus personne parle de peuple, parce que ça fait populiste. Parce que si le problème est qu'il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup de groupes sociaux qui en ont marre, le gros problème c'est leur unité et leur représentation politique. C'est la fragmentation. Il me semble qu'un facteur de politisation considérable serait de remettre sous le tapis cette notion de peuple dans le discours politique, parce qu'il a été approprié d'une façon négative par le pouvoir, par l'idéologie. Et il me semble qu'à la base de cette idéologie antipopulaire, on va dire ça, ou anti-peuple, il y a toute l'idéologie de l'expertise, de la société du savoir, et que le gros problème, précisément, c'est l'alliance entre ces travailleurs des services, le travail intellectuel au sens large, comme dirait Gramsci, mais l'idéologie que ceux d'en bas ne connaissent rien, puis que la technologie, elle a dépassé la démocratie, que la démocratie n'est plus capable d'être à la hauteur des complexités. Il y a encore, je pense que ces milieux, ils ont un problème de le savoir, les autres ne savent pas. Alors il me semble que la notion de peuple pourrait servir à corriger cela, parce que comme vous avez cité le 18 Brumaire, quel est l'envers du peuple? Chez Marx, c'est le sac de patates. Vous vous souvenez? Pourquoi il y a un Bonaparte? Parce que tous les groupes sociaux, c'est comme un sac de patates. C'est comme des patates dans un sac, ils ne font pas peuple. Alors je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Oui, merci pour la question, elle est très vaste. Pour la reprendre rapidement, sur la question du peuple chez Marx, c'est une question très intéressante et très complexe, puisque effectivement le peuple s'entend de plusieurs façons. Ce sont les catégories populaires, donc les dominés face aux catégories dominantes. Et le peuple là est pas un terme neutre, hein, il est pensé en termes de lutte de classe. Marx insiste aussi en utilisant cette notion sur le caractère national des luttes de classe. Ça lui permet de dire, alors il le dit dans le manifeste comme ça, hein, chaque classe dominée, chaque prolétariat doit d'abord en finir avec sa propre bourgeoisie. Donc un contexte, un cadre qui est le cadre des nations de cette époque-là, et la notion de peuple permet de dire cela.
Mais bien évidemment, c'est une notion dialectique, là encore, hein, et dont la complexité permet de renvoyer à ce qu'est la complexité des constructions sociales, la complexité des réalités sociales. Et Marx est assez éloigné finalement d'une sociologie qui distinguerait des catégories sociales et politiques par leur forme de revenus. C'est toujours des catégories qui concernent à la fois des positions dans le mode de production et puis en même temps une construction politique qui donne à un moment donné cette identité à des gens qui la pensent comme leur identité. Donc la fameuse question de la conscience de classe, etc. Donc tout à fait d'accord avec vous sur cette notion de peuple. Après, là je serais moins d'accord sur le fait qu'il faut réhabiliter cette notion parce qu'elle n'est plus utilisée. En France en tout cas, on a aujourd'hui un paysage, disons, assez contrasté là-dessus, puisqu'on a un usage dépréciatif du terme de populisme, et puis en même temps une reprise de la notion, alors qui ne provient pas de la France à l'origine, plutôt du côté des théorisations d'Ernesto Laclau, qui va réhabiliter la notion populiste, retourner le stigmate dans certains points de vue, en reprenant cette notion à ceux qui la dénoncent pour dire finalement le peuple est toujours une construction politique, et cette construction politique elle dépend des mots d'ordre, la façon dont, pas sur les détails de l'analyse de Laclau, mais la façon dont on va articuler les uns avec les autres divers mots d'ordre pour constituer à un moment donné un groupe qui va se nommer lui-même le peuple et qui va être à l'offensive dans une situation de mobilisation. Cette notion de peuple, elle est éminemment problématique à mon avis. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les mouvements d'occupation qu'il y a eu à partir des mouvements type Occupy aux États-Unis, ou des mouvements des places de par le monde, et de la thématique des 1%, 99%. Le peuple, ce serait les 99%, puis il y aurait 1% de parasites qui sont ces catégories liées à la dimension strictement financière du capitalisme, et il suffirait d'éliminer ce 1% pour être entre nous. Voilà. Et je ne crois pas du tout à cette analyse, je crois qu'elle est porteuse au contraire de graves dangers. Laclau dit lui-même que finalement, à partir de cette construction de la notion de peuple, on distingue assez mal des populismes de gauche des populismes de droite. Et qu'on peut se retrouver aussi sur le terrain des fascismes même, qui sont des populismes, qui sont revendiqués. Donc là, la notion, elle est aussi extrêmement difficile à utiliser politiquement à cause de l'amalgame qu'elle peut accompagner, et on voit dans le paysage politique français aussi un usage de la notion du peuple qui me semble hautement problématique, et qui met face à face là, le peuple, et puis ce ou celui qui à un moment donné se présente comme le porte-parole du peuple dans son ensemble. Et ça contourne aussi les questions politiques que j'essayais d'aborder là, qui sont des questions stratégiques infiniment plus complexes, des questions d'organisation, des questions de démocratie interne dans les organisations politiques, et pas de fusion entre le leader charismatique et le peuple qui ne parle pas par lui-même, mais qui parle par la voix de ce pur leader. Donc là, sur ces questions, je crois qu'il faut venir et pour ma part en tout cas, polémiquer avec cette conception du populisme. Et puis, troisième point que vous abordez, pour aller très vite aussi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'expertise, l'idée que le peuple ne sait pas et qu'il faut penser à sa place. Ce que j'ai essayé de montrer là, c'est que c'est absolument pas le point de vue de Marx. Certes, Marx est un savant, il passe son temps, et il en meurt finalement, à travailler comme un fou et à essayer de comprendre le capitalisme de son temps, mais c'est aussi un militant politique. Il y a un grand respect pour les autres militants, pour la classe ouvrière, pour ceux qu'il rencontre, et qui essaye de penser le travail théorique comme un travail qui se fait à l'intérieur aussi de ces catégories sociales, et pas à l'extérieur. On n'apporte pas la science du dehors, selon une formule qu'utilisera Lénine, dont on peut discuter le sens d'ailleurs. Mais ça n'est pas du tout le point de vue de Marx lui-même, qui se met plutôt à l'école à certains égards, dans le cas de la Commune de Paris, très clairement à l'école des mobilisations qu'il a sous les yeux. Et là, je suis frappée par le fait qu'on retrouve aujourd'hui des thématiques où on a une dénonciation d'un monde capitaliste avec des catégories populaires qui seraient devenues uniquement des consommateurs abrutis. Et heureusement qu'il y a quelques intellectuels éveillés qui expliquent qu'il faut arrêter de consommer comme des imbéciles la dernière voiture à la mode, parce que l'enjeu n'est pas là. Et là, on retrouve cette dimension, les experts qui parlent et ceux qui sont de l'autre côté. Là aussi, moi je pense que cette politique professorale ne produit aucune solution pour la transformation du capitalisme, et qu'on est dans la reproduction, alors pour le coup, de la division du travail, et puis de formes de domination aussi, extrêmement classiques. Donc comment faire pour dépasser tout ça? On est vraiment là au cœur des questions politiques. Les questions sont très difficiles à penser. Nous sommes imprégnés de ces logiques de domination, nous sommes imprégnés de ces rapports de domination. Comment commencer déjà et enclencher
le dépassement, la subversion de ces rapports de domination, et ne pas se contenter de cet enclenchement, mais de proche en proche, arriver à un moment donné à une transformation qui soit véritablement globale et radicale, et encore une fois profondément démocratique. Toutes les questions que vous posez, à mon avis, relèvent effectivement de ce champ de questions qu'il faut investir maintenant de toute urgence. Donc, tout à fait d'accord avec ça. Vous en avez parlé indirectement, mais peut-être adresser encore peut-être plus directement cette question que Jacques a soulevée sous le nom de fragmentation. Comment est-ce qu'on construit une action, des démarches de politisation qui surmonte, dépasse, renverse cette puissance de la fragmentation à l'œuvre dans la société capitaliste actuelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une question qu'on se pose tous quand on est investi dans les mobilisations en cours, par exemple. Pour parler de la France en ce moment, on voit bien à la fois comment la politique de Macron allume des mèches partout, dans tous les secteurs, et comment cette cohérence des réformes très violentes qu'il est en train de mener ont en face un émiettement de la riposte. Très difficile de fédérer, alors même que nos intérêts sont communs, les différents secteurs qui sont mobilisés, pas d'ailleurs aujourd'hui, secteur hospitalier, secteur des transports, les cheminots étant une espèce de symbole du secteur social à abattre, un peu sur le mode des politiques de Thatcher face aux mineurs. Et ce secteur-là qui incarne finalement un certain type de service public, pour moi, et pour beaucoup de gens aujourd'hui pris dans ces luttes-là, c'est pas juste un vestige de l'État social qu'on peut abandonner, et c'est pas le début du communisme non plus, c'est rien de tout ça. C'est un secteur en lutte qui essaie d'étendre une certaine conception de la société, une certaine conception profondément politique de la vie sociale, et dans les luttes, arriver à un moment donné à fédérer les différents secteurs concernés par cette conception de la société, ça c'est très difficile. Faire en sorte que démarrent ensemble les étudiants, les lycéens, les enseignants, les cheminots, encore une fois, le monde hospitalier, etc. C'est dans les faits extrêmement difficile aussi parce que ces politiques néolibérales ont su très savamment isoler les individus, menacer les gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, sont présents, ça c'est une caractéristique des derniers mouvements sociaux, les manifestations sont assez nombreuses, les grèves ne le sont pas toujours autant, les blocages sont difficiles à mettre en place dans les secteurs clés de l'économie, aussi tout simplement parce qu'on risque son emploi quand on fait grève. Et que ceux qui vont faire grève sont des gens dont les statuts sont relativement protégés. Je suis fonctionnaire, je peux faire grève, je cours aucun risque. Quelqu'un qui travaille dans le secteur privé et qui a un statut précaire risque très directement son emploi en se mettant en grève. Donc tout ça contribue à l'émiettement, même si on a tous en tête, je crois, et surtout dans ces périodes de mobilisation, on a tous en tête la vraie cohérence du projet d'en face. On le sait, on sait contre quoi on se bat. On n'a pas forcément en tête la cohérence de nos propres alternatives, parce que l'émiettement est là aussi, et puis surtout on a cette difficulté à fédérer, à construire des choses qui soient véritablement communes. D'où l'importance d'arriver à un moment donné sur le terrain même de l'organisation, c'est-à-dire en mettant les mains dans le cambouis, en participant aussi aux constructions de ces organisations aujourd'hui, comment arriver aussi à reconstituer ou à constituer des forces sociales politiques sur le terrain politique, sur les terrains syndicaux, qui est cette capacité de mobilisation unitaire. On en est loin, on est... plan syndical en France, voilà, je ne vais pas faire ce tableau, ce serait trop long, mais la situation est complexe, et en même temps, c'est là que se trouvent des ressources. Il ne s'agit pas d'abandonner ces perspectives-là, de se dire, si vous suivez un peu l'actualité, les cortèges de tête, par exemple, avec ces cultures autonomes, cette culture anarchiste, qui est de dire, les organisations, on s'en fiche, nous, on va intervenir en tant qu'individu, et on veut la castagne avec le capitalisme et avec la police. Bon, pour moi, ce ne sont pas des alternatives. Mais je comprends aussi cette colère-là, mais simplement, qu'est-ce qu'on fait entre cette colère radicale et puis des organisations qui, à certains égards, restent prises dans des formes un peu sclérosées et pas toujours follement démocratiques. Donc, la question de l'émiettement, elle est là, dans cette nécessaire reconstruction. Je suis plutôt optimiste, et je suis plutôt optimiste par rapport à la jeunesse. J'ai tendance à penser qu'il y a des formes de mobilisation qui vont à un moment donné, je l'espère, mais qui vont à un moment donné dépasser ces obstacles, et je crois que c'est du côté des jeunes qu'on va voir paraître ce genre de choses.
le niveau de conscience est plus élevé dans la jeunesse d'aujourd'hui que dans la jeunesse qui était celle de Menton, je crois. Donc là, il y a des choses qui s'esquissent de façon intéressante. Peut-être alors une dernière question sur la procédure d'autoconstruction démocratique qui serait alternative, disons, à la situation présente, où évidemment le travail de reconstruction politique, peut-être de renversement du pouvoir de l'État serait déjà, de l'État actuel, de l'État bourgeois serait déjà avancé. Est-ce que le tirage au sort pourrait être un dispositif intéressant comme moyen d'évitement de l'appropriation du pouvoir collectif dans un certain nombre de mains? Parce qu'au fond, ce qu'on peut appeler la bureaucratisation des syndicats, elle a passé par la désignation de permanents qui ont acquis une espèce de pouvoir bureaucratique de définition des normes, de définition du niveau du savoir, qui se sont posés en experts, alors que le bas de la pyramide du syndicat est supposé ignorant, ne pas connaître les éléments à partir desquels prendre des décisions. Est-ce que ça pourrait être un élément de déverticalisation ou du risque de verticalisation qui est au fond inhérent à tout processus de délégation vers le haut? Évidemment, révocation et mandat impératif seront également des dispositifs, mais dont parfois je crains qu'ils ne soient relativement aisés à contourner par des individus dont la spécialité est l'habileté manœuvrière et politicienne, politicard plutôt que politicienne. Oui, ça peut sans doute être un moyen. Après, moi, ce que je crains un peu dans ces réflexions qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, c'est que ça apparaît comme une espèce de panacée, parfois. L'idée d'une démocratie directe, l'idée d'un tirage au sort. Après, qu'il faille prendre en compte ces formes-là comme étant pertinentes, oui, bien sûr. Ça se fait aussi. Je ne voudrais pas donner l'idée que le mouvement syndical est, à mon sens, entièrement sclérosé et bureaucratisé. Je crois qu'il y a cette dimension bureaucratique. Il y a aussi des syndicats différents. Et par exemple, la rotation des délégués syndicaux, ça se pratique dans le syndicat Sud, qui n'est pas faux. Enfin, voilà, il y a des logiques syndicales. La France étant caractérisée par un éminemment syndical, il y a aussi des structurations du mouvement syndical qui sont diverses. Alors pourquoi pas cette formule-là? Il y a d'autres solutions. Et je crois qu'à chaque fois, il faut aussi relier ces transformations dans le fonctionnement à une vision globale et à la question des alternatives globales. Sinon, là encore, on est mort. Là aussi, on est dans du bricolage qui peut être intéressant, qui peut éviter un certain nombre de défauts, mais qui ne va pas permettre de poser des questions un petit peu plus générales. Et je pense, en vous écoutant, par exemple, à ce qui a été un peu le comble de l'horizontalité, présenté comme tel, justement dans ces mouvements Occupy, ou Nuit debout à Paris, des choses équivalentes dans beaucoup de grandes villes européennes, l'idée qu'on ne prend pas la parole avec son étiquette, ni syndicale ni politique, que tout le monde est un individu, qu'on prend le micro pour parler en tant qu'individu. Bon, ça a donné quoi? Ça a donné des gens qui sont devenus des leaders de ces mouvements, tout simplement parce qu'ils avaient une maîtrise de la parole bien supérieure, qui en général sont des gens qui sont des militants politiques, avec une habileté qui s'acquiert aussi dans ces structures, et qui du coup, mine de rien, et sans que leur prise de position, leur prise de parole soit lisible, étaient en réalité le pur produit des structurations politiques les plus traditionnelles. Donc là, il y a une espèce de faux semblant de démocratie. Comment on construit quelque chose qui n'est pas une démocratie directe, qui en réalité est un leurre et qui cache beaucoup de verticalité? Comment on construit quelque chose qui soit vraiment des formes alternatives? Moi, je pense, et c'est pas une solution encore une fois, mais je crois que c'est vraiment dans les moments de mobilisation que ça se construit. Il y a eu un épisode antérieur, mais par exemple de forme de coordination. En France, il y a eu une lutte des infirmières qui a été très importante, donc mise sur pied d'une coordination des infirmières pour essayer d'éviter justement des formes figées syndicales traditionnelles. Le problème, cette coordination a disparu en même temps que la mobilisation des infirmières. Donc, comment on fait pour construire des choses mais qui durent? Comment on fait pour réinstiller de la vie dans des structures qui ont besoin de durer entre les moments de mobilisation qui sont forcément pas permanents? Voilà, toutes ces questions, tout est bon à prendre, je dirais, dans la reconstruction de ces structures, mais
Mais tout est bon à prendre en sachant aussi les limites de formules qui peuvent apparaître séduisantes et qui sont évidemment des solutions en tant que telles à la grande crise politique des alternatives, encore une fois. Oui, mais je ne mentionnais pas du tout comme une panacée, mais comme une dimension de la question d'auto-organisation, pas du tout comme une panacée. Voilà, je pense que nous arrivons au terme de cette présentation et de cette discussion. Je remercie encore vivement Isabelle Garot.